Bonjour à toutes et à tous, ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis à Sudbury, Ontario, donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, Sudbury c'est à peu près à 4 heures au nord de la grande ville de Toronto. Alors, sans plus tarder, commençons. Donc, mon atelier aujourd'hui est intitulé « Faire le choix du français, une histoire de succès ». Alors, moi, où je me situe, je suis dans un environnement vraiment minoritaire et dans les écoles où je travaille, comme chercheuse, je travaille encore beaucoup dans les écoles, 70 à 90 des élèves sont apprenants de la langue française. Donc, pour eux, ce n'est pas le français leur langue maternelle. La plupart, c'est l'anglais, mais il y en a d'autres même qui proviennent de d'autres pays et qui apprennent non seulement le français, mais aussi l'anglais. Alors, c'est un peu mon background et puis mon expérience le relève vraiment de jeunes qui apprennent le français dans des écoles de langue française, mais pas nécessairement comme leur langue maternelle. Alors, pour vous donner un petit aperçu, alors cette diapo, j'aime la montrer, puis elle date de quelques années, donc on est à peu près rendu à 8 milliards d'habitants sur la planète, mais quand même, ça n'a pas trop changé. Si on regarde, on voit que le chinois est la langue parlée par la grande majorité des habitants de la planète. Ensuite, on a l'anglais, on a l'espagnol, l'arabe. Puis là, on regarde en bas, puis on voit le français avec, à l'époque, c'était à peu près 118 millions. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on est une langue minoritaire, puis parfois, il faut faire des efforts pour aller retrouver des occasions pour parler en français, puis je vais expliquer pourquoi c'est si important de le faire. La prochaine diapo ici, c'est les langues secondes parlées par la population de la planète. Alors ici, qu'on voit vraiment là, que c'est l'anglais, qui est la langue la plus souvent apprise comme langue seconde. Et puis qu'on a le français avec à peu près 82 millions. Donc encore là, quand on cherche sur Google, quand on essaie de trouver des activités en français, du matériel pédagogique en français, des applications en français, puis on se gratte la tête, puis on se demande, voyons, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Mais regardez ici, on est quand même une minorité à l'échelle mondiale, donc ce n'est pas surprenant. Ici, je vous donne un petit aperçu de, moi j'ai 3 enfants, je proviens d'un foyer francophone là, quand j'étais petite fille à Cochrane, qui est 8 heures au nord de Toronto, mais depuis que j'ai rencontré mon conjoint, je suis dans un foyer exogame, donc on parle français-anglais. Ça, c'est mes 3 enfants. Donc, un jour, mon plus vieux Mathieu, on était au chalet, puis il parlait à ses 2 sœurs, puis il s'en allait en bateau. Il dit, je vais retourner avec mon bateau. Donc, sa petite sœur Sarah dit, je vais sauter. Elle voulait sauter dans le lac avant d'embarquer dans le bateau. Là, Mathieu dit, let's go, I'm going tubing. Là, Juliane, l'enfant du milieu, elle dit, Sarah, let's go. Là, Sarah répond, Matt, I said I was jumping. Je sais, je veux sauter. Là, Mathieu dit, Sarah, hurry up. Juliane, assis-toi en avant. Là, Juliane répond, ah, je wish que je pourrais diver off le dock. Mais là, moi, comme chercheur en contexte linguistique minoritaire, comme orthophoniste, comme maman, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont tous mêlés, parlent le français, parlent l'anglais, comme on dit, le franglais. Mais j'ai fait mes études doctorales sur ce sujet. On ne s'inquiète pas trop de ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi le langage? Alors, quand j'ai entendu Maud, Andrew, Caleb, Corinne parler, ils ont souvent parlé de l'importance de communiquer pendant la pandémie. Puis vraiment, le langage, c'est la façon qu'on communique avec des mots. Hein, on peut communiquer par une danse, on peut communiquer par une peinture, par un poème. Le langage, c'est la communication de nos pensées en mots. Alors, si je pense à ce que j'ai mangé pour le petit déjeuner, puis je veux vous le partager, bien, je dois trouver mes mots, formuler mes phrases, etc. Même chose avec la compréhension. Donc, si vous me dites ce que vous avez mangé pour déjeuner, bien, je dois comprendre ce que vous avez dit. Alors, le langage, c'est la façon qu'on convertit nos pensées en mots et la façon qu'on peut comprendre le point de vue des autres. Donc, ça, c'est le langage oral, mais il y a aussi le langage écrit, n'est-ce pas? Donc, j'ai entendu parler de Caleb qui ne texte pas trop, donc lui aimait mieux voir ses amis en personne. Donc, on utilise le langage écrit pour texter, pour écrire des récits, pour lire, pour apprendre. Donc, c'est tout ça le langage. Donc, c'est vraiment complexe. Et puis, ce n'est pas surprenant qu'un enfant qui parle plus d'une langue
utilise toutes ses capacités langagières parfois pour s'exprimer dans son environnement familier. C'est sûr que, disons, si on passe à une entrevue puis on veut vraiment impressionner le futur employeur, on va s'assurer de parler uniquement en français ou uniquement en anglais. Donc, c'est important de savoir quand on parle en français, quand on parle en anglais. Mais entre amis, entre membres de la famille, parfois, c'est correct là, de parler le franglais. Alors, j'aime utiliser l'analogie de l'iceberg, puis ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jim Cummins, qui est un chercheur renommé à Toronto. Et lui, il explique que, vous savez, un iceberg, la grosse majorité de la glace se retrouve sous l'eau. Et puis, à la surface, c'est une toute petite pointe. Puis ici, ça se retrouve à St. John's, à Terre-Neuve. J'avais participé à une conférence il y a quelques années. Puis justement, il y avait 2 pointes qui sortaient de l'eau. J'ai trouvé ça vraiment parfait pour ce que je travaille, le domaine dans lequel je travaille, parce que moi, je représente ces 2 pointes-là comme les langues parlées. Donc, quand je dis L1, ça, c'est la langue maternelle, et L2, c'est la langue seconde. Mais en dessous de l'eau, c'est les connaissances qu'on a, c'est les concepts. Donc, les concepts, c'est quoi exactement? Bien, les concepts spatiaux, donc de comprendre si je dis en avant, en arrière, par-dessus, en dessous, concepts de mathématiques, additionner, soustraire, diviser, c'est des concepts, on doit comprendre ces concepts-là, les concepts de température, donc c'est tous des connaissances qu'on a. Et puis, le bout de l'iceberg, c'est les mots qu'on rattache à ces concepts-là. Alors, ça, c'est le langage en quelque sorte. Le gros du langage se retrouve sous l'eau. Donc, c'est vraiment nos capacités cognitives, langagières dans le cerveau. Et puis, les langues qu'on parle, c'est les mots qu'on choisit pour partager ces connaissances-là, ces concepts-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour apprendre une langue? Quelle soit notre langue première ou notre langue seconde. Dans la diapo ici, j'ai écrit L2, mais c'est aussi la même chose pour une L1. Une autre chercheure du nom de Catherine Conert des États-Unis, elle a développé l'acronyme MOM. Donc, c'est facile à s'en souvenir. On a toutes et tous une maman, une mom. Alors, le premier, c'est moyen, occasion et motivation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les moyens, c'est le cerveau. Alors, il faut avoir les capacités cognitives pour apprendre une langue. Plusieurs recherches ont montré que même si on a une déficience intellectuelle, même si on a un syndrome quelconque, comme le syndrome de Down, même si on a une paralysie cérébrale, si on a le trouble du spectre de l'autisme, on peut apprendre les langues. Mais, veut pas, on va avoir besoin d'un peu plus de soutien parce que nos moyens, nos capacités cognitives et langagières ne sont pas comme une personne qui a un cerveau typique. On a besoin, puis ça, là, je vais le dire à plusieurs reprises pendant la présentation aujourd'hui, des occasions. Et ça, je l'ai entendu parler de nos panélistes. On avait besoin on avait perdu, là, avec la pandémie, ces occasions-là de parler le français, de l'entendre, de l'utiliser, de le lire, de l'écrire, parce que tout à coup, on était isolés à la maison, puis ceux pour qui les parents, le reste de la famille est francophone, bien ça va, ou même comme Corinne qui se retrouve dans un milieu majoritaire, l'impact était moins important, mais pour ceux qui se retrouvent dans un contexte linguistique minoritaire, c'est difficile de trouver des occasions de parler en français. Une chercheuse du nom de Ellen Third-Artier de l'Université de McGill a fait une étude en 2011 et elle a démontré que pour avoir des capacités langagières comparables à une personne qui est monolingue, donc moi je suis bilingue, et quand je parle en français, pour m'assurer que mon français est comparable à un francophone monolingue du français, il faut que je sois exposée au français 40 à 60 % de mon temps de veille, donc du temps que je suis réveillée. Donc, c'est beaucoup ça. Si on prend une journée, je suis debout là, de 8 heures le matin à 10 heures le soir, 14 heures, mais ça veut dire que je dois être exposée au français 7-8 heures de temps. Bon, là, pendant la pandémie, on a enlevé beaucoup de cette exposition-là. Alors, c'est sûr que c'était beaucoup plus difficile. Quand je parle des occasions, j'utilise l'analogie très souvent, moi, vous allez peut-être rire, d'une transfusion sanguine. Alors, si je me suis blessée, puis je ne sais pas, j'étais en accident d'auto et puis je me suis fait couper gravement la jambe et puis j'ai perdu beaucoup de sang. Bien,
c'est sûr qu'au début, je vais être affaiblie, puis je vais être hospitalisée, puis je vais avoir besoin là, d'attention médicale. Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a perdu beaucoup de sang? Bien, on lui donne une transfusion sanguine. Donc, c'est un petit peu comme ça. Tu sais, la pandémie, c'est comme si vous avez perdu beaucoup de sang, vous avez perdu les occasions de parler le français. Mais ça ne veut pas dire que là, vous êtes foutu puis que tant pis, vous avez perdu des habiletés linguistiques. Mais non, on a des transfusions. On peut quand même trouver des occasions pour être exposé au français. Et c'est très important de le faire. Mais comme une transfusion sanguine, on ne peut pas accepter n'importe quel sang d'un donneur. Il faut que ce soit, si moi je suis A positif, mais je dois avoir du sang A positif. Donc, il faut quand même que les occasions auxquelles on est exposé soient de belles occasions riches et puis qu'on ait l'occasion de parler. Pas juste être assis là et écouter la télé en français, écouter la musique en français. Il faut pouvoir parler, utiliser le français, l'écrire. Puis j'ai aimé entendre, là, je pense qu'il y a Amélie qui a dit qu'elle a beaucoup écrit. Il y a Maude qui a dit ça aussi. Donc, utiliser le français est aussi important que tout simplement l'entendre. Donc, pendant la pandémie, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Bien, moi, je prends ça comme pendant la pandémie, il y a plusieurs choses qui sont hors de notre contrôle. Hein. On a chacun de nos provinces, les gouvernements provinciaux qui vont avoir certains règlements qu'on doit respecter. Donc, on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, ce qu'on doit faire, c'est concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Donc, on a le contrôle de certaines choses. Comme quoi? Bien, on a le choix de trouver des occasions de parler le français. Hein? La langue, ça, il n'y a pas personne qui nous l'a enlevé. Notre langue, c'est notre responsabilité. Et puis, c'est à nous de vraiment trouver des occasions, d'être créatifs. J'ai entendu parler de groupes, des fédérations des jeunes francophones. Il y en a à peu près partout au pays, de trouver des chansons en français, d'avoir des petits groupes chat. Tu sais, comme Maud disait, elle rencontrait ses amis dans le stationnement. Bien, tu sais, de faire par exprès pour s'envoyer des textos en français dans ces moments-là. Parce que ça, c'est notre choix. Ça fait partie de notre identité. Ça nous appartient, ça. On a le contrôle là-dessus. Ça fait partie de notre fierté en tant que francophone. Puis vraiment, il faut avoir cette intention délibérée-là de parler le français, de trouver des occasions pour parler le français, parce que ça, il n'y a pas personne qui nous l'enlève. Et comme j'ai mentionné, le titre de ma conférence aujourd'hui est « Faire le choix du français, une histoire de succès ». Bien, je peux vous dire que moi, je suis la preuve. Je proviens d'une petite communauté francophone au nord de l'Ontario. Mon conjoint est anglophone. J'habite dans un environnement anglophone, mais je fais le choix de parler le français, de trouver des occasions, puis même ça avec mes enfants, avec ma famille. Alors, sur mon site web, j'ai plusieurs parents qui me disaient, mais oui, mais même des enseignants, comment est-ce qu'on peut encourager les jeunes à parler en français? Donc, je sais que Andrew est encore, lui, en train de faire l'apprentissage à domicile. Donc, il n'y a pas l'occasion de parler avec ses amis à l'école. Donc, comment est-ce qu'on peut parler français? Donc, sur mon site web, puis les deux liens vous apportent à la même place, j'ai développé des activités pour les jeunes du secondaire, pour les jeunes aussi d'élémentaire, des idées qui peuvent être faites par des plateformes comme Zoom, Google Hangout, Microsoft Teams, FaceTime, etc. Alors ici, c'est juste des petites captures d'écran. On a des applications comme Scrabble. On peut jouer Scrabble avec grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante, les amis, trouver des mots en français. On peut lire un jour une actualité. Donc, c'est une belle application où on vulgarise un peu les nouvelles pour les jeunes. Il y en a d'autres, donc je vous suggère d'aller voir ça sur le site web. Il y a aussi des balados. Hein? Donc, moi, j'ai un balado, parler en balado, mais il y a aussi les jeunes sages, il n'y a pas de panique, il y en a plein de balados. Donc là, vous allez avoir l'occasion de l'entendre. Mais comme j'ai dit, c'est aussi important de le dire, de le parler. Donc, ici, il y a des émissions télévisées, donc allez à la recherche d'occasions en français. Pour utiliser la langue, mais pensez à des thèmes à converser. Tu sais, des fois, moi, je vois mes enfants parfois,
en FaceTime avec leurs amis, puis des fois, ils ne se disent pas grand-chose. Ils sont là, sont accompagnés de leurs amis, mais ils n'ont pas grand-chose à dire. Pensez à des thèmes avant même d'embarquer sur l'appel. De quoi on va parler? Donc, j'ai même proposé quelques thèmes à converser, juste pour vous donner une petite idée. Il y a aussi des jeux que vous pouvez jouer. J'avais créé toutes des directives là, pour faire le jeu « Fais-moi un dessin par vidéoconférence », tu sais, Win, Lose or Draw en anglais, au Pictionary. Donc, il y a même des sites web pour ça. Fait que là, c'est des mots français, puis on peut essayer de se pratiquer de cette façon-là. Donc, il y a beaucoup de façons qu'on peut aller à la recherche d'occasions pour parler le français. Et le dernier, le M, c'est la motivation. Comme j'ai mentionné, il faut vraiment le vouloir d'une volonté profonde. L'apprentissage d'une langue minoritaire, ça ne se fait pas tout seul. Quand on enlève les occasions, des fois, la motivation a fait ça. Donc, les deux vont de pair. Plus on a d'occasions, plus on va être motivé à parler la langue. Plus on est motivé, plus on va être fier, plus ça va avoir un impact sur notre identité. Alors, ça va tous ensemble, là, ces constats-là. Puis quand je parle de motivation, faites attention, puis là, je parle surtout au personnel enseignant. Des fois, on a tendance à dire, bien, si tu parles français, tu vas avoir tant de jetons, puis à la fin de la semaine, tu vas te mériter une pizza. Donc, est-ce que là, à ce moment-là, les jeunes sont motivés parce qu'ils ont une pizza ou parce qu'ils sont motivés parce qu'ils veulent parler le français? Donc, ici, j'avais enregistré un balado qui s'appelle « La construction identitaire et la vitalité du français, une brique à la fois ». C'est une enseignante, justement, qui parlait d'un peu de son expérience auprès des jeunes. Comment est-ce qu'on les motive à parler le français? Donc, je vous invite à écouter ça. Donc, je vais presque finir. Madame Lise Paiement est une enseignante qui a fait beaucoup de travail là, côté identité culturelle puis francophonie. Puis j'aime beaucoup lorsqu'elle parle du fait que minorité ne veut pas dire infériorité. Donc, le français est une langue minoritaire à l'échelle du pays, à l'échelle mondiale, mais ça ne veut pas dire que c'est inférieur. Hein? On sait que des Olympiens, des gens qui ont des doctorats, c'est de la minorité, ça, mais ils ne sont pas inférieurs. Donc, soyez fiers de votre francophonie, affichez-la et trouvez des occasions. Un autre chercheur au Royaume-Uni dit l'intrant, donc l'input qu'on reçoit, doit devenir une entrée. Là. Ça doit vraiment être coulé dans le béton, dans notre cerveau, afin que les élèves puissent construire des représentations linguistiques stables. En d'autres mots, ce n'est pas juste le fait qu'on entende la langue, qu'on vraiment se l'approprie. Il faut l'utiliser, il faut la pratiquer, puis il faut que ça nous appartienne. Donc, ça fait partie de l'état d'esprit. Il faut changer la façon de penser, le mindset. Voici le lien vers mon balado. Si vous entendez d'autres épisodes, moi, je ne reçois pas une scène pour ça. C'est plutôt pour parler de la francophonie, de l'identité culturelle. Puis ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Si vous en avez. Merci, c'est tout.